Salut tout le monde. J'ai 3 confessions Reddit les plus malsaines pour vous, vous allez pas les oublier. Abonnez-vous pour plus et on commence. Quelqu'un à ma salle de sport portait mon visage exact. 31 ans, homme. Bon, je m'appelle pas grand-chose ici. Disons que j'ai 31 ans, je suis assistant vétérinaire dans une petite clinique de quartier et je vis encore chez ma mère. Pas par choix romantique de la vie d'adulte raté, juste parce que la maison est grande, qu'elle est seule et que ça arrange tout le monde. Depuis 2 ans, je vais à la même salle de sport, à 6 rues de chez nous. Toujours le même créneau, 18h30, du lundi au vendredi. Mon coach s'appelle Bastien, il connaît mes séries par cœur. Capucine, ma collègue à la clinique, se moque de moi en disant que je suis accro à la routine, que si un jour le tapis numéro 4 est pris, je vais faire une crise. Elle n'a pas complètement tort. La salle, c'est rien de spécial. Odeur de caoutchouc et de désinfectant citron dans les vestiaires, néon qui grésille au-dessus des bancs, les mêmes habitués qui se saluent d'un coup de menton sans jamais se parler vraiment. Mardi dernier, 18h30, tapis numéro 4. Un type entre, fait le tour et monte sur le tapis 5, juste à côté du mien. Je le sens dans mon champ de vision, je tourne la tête par réflexe poli et je me regarde. Pas une ressemblance, pas un cousin oublié. Moi. La même mâchoire, la petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche que je me suis faite à 9 ans, la dent du bas légèrement de travers quand il a souri, gêné, parce qu'il venait de comprendre lui aussi. On a ri. Ce rire bête qu'on fait quand on sait pas quoi faire d'autre. On a coupé les machines, on est descendu au bar de la salle, on a pris 2 cafés. Il avait ma voix. Pas une voix proche, la mienne. Il s'est présenté avec un autre prénom, une autre vie, un autre quartier. Il était aussi paniqué que moi, je le jure. On a échangé nos numéros. On s'est promis de s'appeler le soir même, à tête reposée, pour essayer de comprendre. Peut-être un demi-frère, peut-être un truc génétique improbable, peut-être n'importe quoi de rationnel. 4 heures plus tard, dans ma chambre, j'ai composé son numéro. Tonalité étrange, 3 bips, puis le silence. J'ai essayé depuis le fixe de ma mère. Pareil. Par acquit de conscience, j'ai demandé à ma mère d'appeler mon portable depuis le sien. Ma ligne aussi était morte. Et il n'avait encore rien vu. Le lendemain matin, j'étais presque soulagé. J'avais dormi 6 heures, le soleil entrait par la fenêtre, et toute l'histoire avait pris la consistance d'un mauvais rêve. Stress, surmenage, 2 gardes de nuit d'affilée à la clinique la semaine d'avant. Mon cerveau avait bricolé un visage à partir d'un type vaguement ressemblant, et ma ligne avait probablement bugué en même temps que la sienne. Ça arrive. Ça doit arriver. J'ai rallumé mon portable. Il fonctionnait. Aucun appel manqué. À la clinique, entre 2 vaccinations de chats, j'ai craqué et j'ai tout raconté à Capucine dans la salle de pause. Elle a éclaté de rire au début, le rire qu'elle a quand je lui sors un truc absurde, et puis elle m'a regardé vraiment, et le rire s'est arrêté net. Elle a dit que j'étais blanc comme un linge. Je lui ai montré la photo. Parce que oui, j'avais eu le réflexe d'en prendre une, discrètement, depuis le tapis, avant de descendre prendre le café. Je m'en souvenais clairement. Le déclic silencieux, son profil dans le cadre. Sauf que sur la photo, là où il aurait dû y avoir son visage, il y avait une zone floue. Pas un flou de bouger, un flou qui hésitait. Comme si l'objectif n'arrivait pas à choisir entre 2 mises au point, entre 2 versions du même endroit. Le reste de l'image était net. Les machines en arrière-plan, le compteur de vitesse, ses mains sur la barre. Juste le visage qui refusait d'exister. Capucine a posé son mug. Elle a demandé, doucement, si je dormais bien en ce moment. Si j'avais pensé avoir quelqu'un. Je connais ce ton. C'est celui qu'on prend avec les propriétaires de chiens en fin de vie. Le soir, ma mère avait fait un gratin. On a mangé en silence, comme souvent, la télé en sourdine dans le salon. Et au moment du fromage, elle a posé sa fourchette et elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Elle m'a demandé pourquoi j'étais rentré plus tôt dans l'après-midi et pourquoi j'étais reparti tout de suite. Elle avait entendu la porte d'entrée à 16 heures, des pas dans le couloir et la porte qui se refermait 2 minutes après. Elle avait cru que j'avais oublié quelque chose. J'ai dit que ce n'était pas moi. J'étais à la clinique jusqu'à 18 heures. Elle a haussé les épaules, un peu agacée, comme si c'était moi qui mentais. Quelqu'un avait les clés. Ou n'en avait pas besoin. Le surlendemain, j'y suis retourné. Pas par courage, par besoin de preuves. Soit j'étais en train de perdre la tête
et il fallait que je le sache, soit ce type existait et il fallait que je le retrouve. Bastien était à l'accueil, en train de plier des serviettes. Il m'a souri, large, content de me voir comme toujours. Puis il a marqué un temps. Un petit froncement de sourcils, à peine perceptible. Il a dit, sur ce ton qu'on prend pour les blagues qui m'en sont pas tout à fait, « Tu es déjà venu ce matin, non ? Je t'ai croisé vers 10h. » Il m'a fallu 1 seconde pour répondre. « Non, Bastien, j'étais à la clinique ce matin. J'ai pas mis les pieds ici depuis mardi. » Il a haussé les épaules, gêné. Il a dit qu'il avait dû confondre. Je me suis installé sur le tapis numéro 5. Pas le mien, le sien. J'y suis resté 2 heures. J'ai marché, couru, marché. J'ai scruté chaque personne qui entrait. Le double n'est jamais venu. À la sortie, j'ai demandé à la fille de la réception de regarder la liste des membres inscrits ce mardi-là et les nouveaux comptes ouverts cette semaine. Elle a soupiré, mais elle l'a fait. Personne. Aucun nouvel inscrit ce mardi. Aucun visiteur extérieur enregistré sur mon créneau. Aucun nom. Aucune trace. J'ai pris la rue de la boulangerie pour rentrer, et en passant devant la vitrine du coiffeur, j'ai jeté un œil à mon reflet par habitude. Il a tourné la tête 1 demi-seconde après moi. 1 demi-seconde. C'est très peu, et c'est énorme. Attends, tu dis que vos 2 lignes ont été coupées le même soir ? Par quel opérateur ? C'est pas anodin, ça. On dirait du Borges réécrit par un type qui sent vraiment mauvais après le tapis. Sérieux, prends soin de toi, ce poste est lourd. Question bête, mais est-ce que d'autres habitués de la salle ont déjà raconté des trucs bizarres ? Genre Bastien, ton coach, il sait quelque chose ? J'ai appelé Bastien hier. Il m'a coupé direct. Il m'a dit qu'il avait arrêté de coacher là-bas il y a 6 mois parce qu'un client lui avait posé exactement la même question. Il a refusé de m'en dire plus et il a raccroché. Je vous jure que sa voix tremblait. 3 jours plus tard, il a remis un message en haut du fil. Je suis retourné voir les archives du quartier. Merci pour vos réponses et désolé pour le silence. J'avais besoin d'aller vérifier quelque chose avant d'écrire la suite. Je suis retourné à la salle un matin en demandant à voir le gérant. Pas Bastien, le vrai propriétaire. Je voulais les images de vidéosurveillance de mardi soir. Il m'a écouté poliment, sans surprise, comme s'il avait déjà eu cette conversation. Il m'a dit que les caméras du bâtiment n'enregistraient plus depuis longtemps, que de toute façon ça ne servirait à rien, et il m'a tendu un papier avec une adresse. Le cercle d'histoire du quartier, 2 rues plus loin. Allez-y, m'a-t-il dit. Le bâtiment a une drôle d'histoire, ils sauront mieux vous expliquer que moi. J'y suis allé dans la foulée. Une vieille dame m'a reçu, très calme, des lunettes accrochées à une chaîne. Quand je lui ai dit d'où je venais, elle a juste hoché la tête et m'a fait asseoir. Elle m'a raconté que le bâtiment avait à moitié brûlé en 1991. Un incendie partit de la salle des machines au sous-sol. Un homme y était mort, coincé. Le club avait gardé son dossier, par devoir de mémoire, avec sa photo d'identité. Elle a sorti une chemise cartonnée et l'a posée devant moi. Elle a tourné la photo. C'était mon visage. Exactement. La cicatrice au-dessus du sourcil, la dent du bas, le grain de beauté que personne ne remarque sous l'oreille droite. Un homme né 30 ans avant moi, mort 10 ans avant ma naissance, qui me regardait depuis un papier jauni. Je n'ai pas pu parler tout de suite. Elle si. Elle a dit, sans dramatiser, qu'il y en avait eu d'autres. Pas beaucoup. 1 toutes les 10 années à peu près. Les habitués de la salle reconstruite par-dessus. Tous, à un moment, étaient venus la voir avec la même histoire. Tous lui avaient ressemblé aussi. Le lieu ne renvoie pas un reflet, il garde un modèle. Et de temps en temps, quand quelqu'un s'installe assez longtemps dans la routine, assez régulièrement, à la même heure, il finit par recopier le modèle sur lui. Je ne sais pas combien de temps il me reste avant que la copie soit complète. Mehdi N. J'ai lu 2 fois ton post et j'ai toujours pas digéré le passage où il te tend son téléphone et tu vois ton propre fond d'écran. Frérot. Marée du Nord. Le détail qui me glace, c'est ta mère qui te demande qui tu es en rentrant. C'est pas ton visage qu'elle voit, c'est l'absence de quelque chose derrière. Clairvoyance.
Exactement ça. Les proches sentent avant nous quand on n'est plus tout à fait la version d'origine. Ma grand-mère faisait pareil avec mon oncle après son AVC. Elle disait qu'il avait gardé le visage, mais perdu le poids derrière les yeux. J'ai annulé mon abonnement par mail le lendemain. Pas de préavis, pas de discussion, juste un message sec depuis mon canapé. J'ai bloqué le numéro de Bastien. Je fais un détour de 2 rues pour ne plus passer devant la salle, même pour aller à la boulangerie. Le quartier a rétréci d'un coup. Ça ne change rien, je crois que c'est trop tard. Quand je me brosse les dents le matin, mon reflet a une demi-seconde de retard sur moi. Pas tout le temps, juste quand je tourne la tête vite. Il finit toujours par rattraper. Comme un acteur qui a mal compris sa réplique, mais qui corrige avant que le public ne s'en rende compte. Sauf que moi, je m'en rends compte. Ma mère m'a demandé 2 fois cette semaine qui j'étais. Pas comme on demande à un visiteur, comme on demande à quelqu'un dans sa propre cuisine, en hésitant, le torchon à la main, en cherchant un nom qui ne vient pas. Les 2 fois, elle s'est reprise au bout de quelques secondes, elle a ri toute seule, elle a dit qu'elle fatiguait. Capucine, à la clinique, a commencé à me parler un peu plus lentement. Elle pose des questions précises sur des trucs qu'on a fait ensemble la semaine d'avant, comme si elle vérifiait. J'écris ce post depuis ma chambre. Je l'ai relu 3 fois pour être sûr que c'est bien moi qui l'écris, et pas la version qui s'installe peu à peu derrière mes yeux. Je n'ai aucun moyen d'en être sûr, évidemment. C'est ça le problème avec une copie qui se fait par-dessus. Au bout d'un moment, c'est elle qui se souvient à votre place. Si je ne reposte pas dans les semaines qui viennent, ce n'est pas que je vais mal. C'est que celui qui va bien à ma place n'aura juste pas envie de revenir ici. Clairvoyance, va pas dans cette salle. Pas pour les caméras, pas pour les archives, rien. Si un lieu te copie, le pire truc c'est de lui redonner ton visage à étudier. On enchaîne avec l'histoire suivante. Je 37 ans, vis avec une coloc, mais l'historique de la serrure connectée dit qu'on est 4 dans l'appart. Un dimanche matin tout à fait ordinaire. Jusqu'au café. Je m'appelle Juliette, j'ai 37 ans et je suis archiviste dans un fonds municipal, donc autant vous dire que ma vie de passion, c'est de classer des cartons par ordre chronologique. Je partage un 3e étage haussmannien avec ma colocataire Manon depuis presque 4 ans. Vieil immeuble, parquet qui craque, voisin qu'on croise à peine, gardien dans la loge en bas, Quentin, qui dit bonjour poliment, et c'est à peu près tout. Il y a 6 mois, on a installé une serrure connectée sur la porte d'entrée. L'idée venait de Manon. Elle bosse en horaire décalé dans la restauration, elle rentre parfois à 2h du matin, et moi j'en avais marre de me lever pour lui ouvrir quand elle paumait ses clés, ce qui arrivait souvent. La serrure se commande au téléphone, on peut générer des codes temporaires pour les livreurs, les invités, le plombier. Très pratique. On a coupé l'accès à distance par sécurité, on n'utilise que les codes et l'historique local. Ce dimanche, je bois mon café, je traîne sur mon téléphone et j'ouvre l'application juste pour vérifier le niveau de batterie de la serrure. Je fais ça 1 fois par mois, sans y penser. Je tombe sur l'historique. Mardi soir, Manon, 23h40. Mercredi matin, moi, 7h10. Tout est normal. Je scrolle un peu plus bas, machinalement. Jeudi, 4h17 du matin. Ouverture par code temporaire numéro 14. J'ai mis 10 bonnes secondes à comprendre. Le code numéro 14, je m'en souviens parce que je note tout, c'est le code que j'ai créé il y a 6 mois pour un livreur Chronopost. Je l'ai créé un matin et je l'ai supprimé le soir même, comme je le fais toujours. J'ai vérifié dans la liste des codes actifs. Il n'y est pas. Il n'y est plus depuis 6 mois. Quelqu'un est entré chez nous à 4h17 du matin avec un code qui n'existe plus. Et personne dans l'immeuble ne l'avait jamais reçu. Une fois, ça peut être un bug. Mais elle a continué à scroller. J'ai posé ma tasse, je me suis assise droite et j'ai remonté l'historique semaine par semaine. Je suis archiviste, je sais lire un registre. Et plus je remontais, plus j'en trouvais. Le 14 octobre, 3h52. Le 29 septembre, 4h38. Le 11 septembre, 3h19. Toujours entre 3 et 5h du matin. Toujours le même code, le numéro 14, celui qui n'existe plus dans la liste active depuis 6 mois. Et toujours très bref, l'application indique aussi l'heure de fermeture, et à chaque fois, la porte s'est refermée entre 4 et 9 minutes plus tard. 4 minutes. 9 minutes. Quelqu'un entrait, faisait quelque chose et repartait. J'ai réveillé Manon. Elle a 32 ans, elle dort comme une masse et elle m'a regardé comme si je débarquais de la lune quand je lui ai mis le téléphone sous le nez.
Elle a juré qu'elle n'avait jamais utilisé ce code, qu'elle n'en connaissait même pas l'existence. Pour les 3 dates, elle a vérifié son propre téléphone. Le 11 septembre, elle dormait chez son copain à Montreuil. Le 29, elle finissait son service à 1h du matin et est rentrée à 2. On a recroisé sa propre entrée dans le log. Le 14 octobre, pareil, elle était chez lui. On a fait le tour de l'appartement. Rien ne manque. Ni argent, ni bijoux, ni le vieil ordinateur portable posé bien en vue sur le bureau. Mais Manon a tiqué sur le tiroir de la cuisine, celui où on range les couverts, qui était entrouvert d'1 centimètre, alors qu'elle est maniaque et le referme toujours. Moi, c'est un verre dans l'égouttoir qui m'a fait quelque chose. Je l'avais lavé la veille au soir et posé à l'envers. Il était à l'endroit. C'est ridicule à dire, je sais, un verre. Mais quand on vit à 2 et qu'on connaît chaque geste de l'autre, on sait. J'ai pensé à Romain, le voisin du dessus. Depuis 1 mois ou 2, il traîne dans la cage d'escalier à des heures bizarres. 3 fois, en sortant le matin, je l'ai trouvé sur le palier, immobile, à fixer notre porte. Quand il me voit, il bredouille un bonjour et remonte. Manon dit qu'elle l'a croisé devant la loge en pleine discussion tendue avec Quentin. Je ne sais pas qui croire. Je sais juste qu'on est rentrés toutes les 2 dans la chambre de Manon et qu'on a poussé la commode contre la porte. Et le verre, à l'endroit, sur l'égouttoir, elle n'arrivait plus à le regarder. Elle a fini par poster ici, et elle a décidé de tendre un piège. Le lendemain, j'ai écrit tout ce que je viens de vous raconter et je l'ai posté ici, sur ce sub, en mettant des captures de l'historique. Je voulais des avis avant d'aller au commissariat. Parce qu'au fond, une partie de moi se disait encore que c'était un bug. Vos réponses m'ont fait basculer. Vous étiez plusieurs à me dire la même chose. En gros, ça vient de l'intérieur de l'immeuble. Romain, mon voisin du dessus qui traîne dans la cage d'escalier, est devenu mon suspect numéro 1 dans ma tête. J'ai voulu une preuve. J'ai commandé une mini-caméra autonome, gros comme un briquet, et je l'ai planquée dans le bouquet de fausses fleurs sur la console du couloir, en face de la porte d'entrée. Sur la console, j'ai aussi posé une enveloppe blanche bien en évidence, avec marqué dessus « à remettre à J ». J'avais glissé à l'intérieur 3 billets de 20 € dont j'avais photographié les numéros de série, et un petit morceau de papier marqué d'une croix au crayon dans un coin précis. Si l'enveloppe bougeait, je le saurais. J'ai dormi dans la chambre de Manon, avec un couteau de cuisine sous le matelas. Pas fier de l'écrire, mais c'est la vérité. 3 nuits, rien. La 4e, mon téléphone vibre à 4h09. Notification de la serrure, code numéro 14. Ouverture, fermeture 4 minutes plus tard. J'ai attendu le matin pour aller voir. Je n'avais pas le courage de sortir de la chambre. L'enveloppe était toujours là, à la même place, les billets dedans. Mais le morceau de papier marqué d'une croix avait été tourné. La croix n'était plus dans le bon coin. La vidéo, c'est ça qui m'a achevé. On voit la porte s'ouvrir lentement. Une silhouette entre, capuche relevée, tête baissée. La personne avance d'un pas, et au lieu de regarder à gauche vers le salon, elle tourne directement la tête vers la console, vers la caméra. Pas en la cherchant, en sachant. Elle se penche, passe derrière le bouquet par la gauche, hors du champ, exactement de l'angle mort que j'avais moi-même remarqué en l'installant. On la voit ressortir 3 minutes plus tard du même côté, sans jamais avoir présenté son visage une seule fois. Quelqu'un savait que la caméra était là. Quelqu'un qui était déjà entré avant moi pour la repérer. Et ce quelqu'un connaissait mon appartement mieux que moi. Marée nocturne. Le détail qui me glace, c'est qu'il a attendu 4 heures du mat. Quelqu'un qui connaît tes horaires de sommeil, c'est quelqu'un qui t'observe depuis longtemps. Lacrymo. Attends, tu dis que le code a été supprimé de l'app, mais utilisé quand même ? C'est techniquement possible si le boîtier garde les codes en local. Ta marque, c'est laquelle ? C'est exactement ça. Et je l'ai compris trop tard. Le boîtier garde les codes temporaires en mémoire flash, même après suppression côté serveur, tant que tu n'as pas fait un reset usine. Je ne le savais pas en achetant. Je ne dis pas la marque ici parce que mon avocate me l'a déconseillé pour l'instant, mais c'est un modèle vendu partout. 2 jours plus tard, Juliette est revenue avec un nouveau poste. Et ce n'était pas Romain, ce que Romain a vu depuis sa fenêtre. Je reposte parce que beaucoup d'entre vous m'ont écrit en privé. Je vais essayer de faire court. Le lendemain de la vidéo, Romain, mon voisin du dessus, a frappé à ma porte. Il était blanc, les mains qui tremblaient. Il m'a dit qu'il m'avait vu traîner dans la cage d'escalier ces derniers jours
et qu'il fallait qu'il me parle, mais pas dans le couloir. Je l'ai fait entrer, Manon à côté de moi, le couteau dans la poche du peignoir, soyons honnêtes. Il m'a expliqué que sa fenêtre de cuisine donne sur la cour intérieure, exactement en face de la porte arrière de service de notre cage. Depuis presque un an, par insomnie, il regarde la cour la nuit. Et plusieurs fois, il a vu Quentin, notre gardien, entrer dans la cage à des heures impossibles, ressortir 5 minutes plus tard, parfois avec rien, parfois avec un petit sac. Pas seulement chez nous, au moins 3 appartements différents, toujours quand les locataires étaient en vacances ou en déplacement. Ce qu'un gardien sait évidemment mieux que personne. S'il a fixé notre porte ces dernières semaines, ce n'était pas pour nous menacer. C'était parce qu'il avait vu Quentin entrer chez nous une nuit où il savait que Manon était chez son copain et que ma lumière était éteinte. Il n'a pas osé venir nous le dire avant parce que Quentin gère son courrier recommandé, sa caution, ses charges, et qu'il a déjà subi des coups bas pour des broutilles. On est allé au commissariat avec la vidéo, les logs et son témoignage. Les flics ont pris ça au sérieux. Perquisition de la loge le surlendemain. Ils ont trouvé un carnet, un vrai carnet, papier, à spirale, planqué dans un tiroir derrière des fiches d'entretien. Quentin y notait, à la main, chaque code temporaire jamais distribué dans l'immeuble depuis qu'il était en poste, avec le nom du locataire et la date. Pour le mien, il y avait écrit « Chronopost, archiviste 3G, supprimé même jour, fonctionne toujours ». Il avait testé. Il savait que ma serrure gardait les codes en mémoire flash après suppression. Sur une autre page, il y avait nos 2 prénoms, à Manon et à moi, et en dessous, nos horaires de sommeil. Les soirs où Manon dort dehors, et un mot souligné 2 fois, à surveiller. J'avais acheté cette serrure pour me sentir en sécurité. En vrai, j'avais fabriqué moi-même la clé qu'il lui fallait, et lui n'avait eu qu'à l'écrire sur du papier. Le pire, ce n'est pas qu'il soit entré, c'est qu'il prenait des notes. Petite pluie. Demande à ta coloc si elle a déjà eu l'impression que des objets bougeaient. J'ai vécu un truc similaire, et c'est ça qui m'a alerté avant les logs. Fenêtre courinte. Ton voisin du dessus qui a vu la même chose et qui n'a rien dit pendant des mois, il faut aussi creuser pourquoi. Pas forcément complice, mais bizarre comme silence. Marée nocturne. Pas forcément. Quand t'as un gardien comme ça dans un immeuble, beaucoup de gens voient des trucs et se taisent parce qu'ils ont peur des représailles sur le courrier, les charges, les petits services. Le silence, c'est aussi une preuve de l'emprise. 3 semaines plus tard, dernier édit. Et ça ne finit pas comme on l'espère. Édit final, parce que je sais que vous attendez la suite. Quentin a été placé en garde à vue le lendemain de la perquisition. 24 heures. Puis relâché. Le procureur a classé sans suite la partie pénale. Pas de violence, pas d'effraction, rien de volé qu'on puisse prouver. Et juridiquement, les codes qu'il utilisait étaient valides puisque le boîtier les acceptait encore. Le carnet papier, lui, prouve qu'il les collectait, pas qu'il s'en est servi pour entrer, sauf à corréler ligne par ligne avec mes logs, ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire dans les délais. Côté immeuble, le syndic a fini par le suspendre de ses fonctions, mis à pied conservatoire en attendant son passage au prud'homme, qu'il a saisi pour licenciement abusif. Mais comme la loge fait partie de son contrat de travail, tant que le jugement n'est pas rendu, il a légalement le droit d'y rester. Il y est encore. 3 étages sous chez moi. On a viré la serrure connectée le jour même. On a fait poser un vieux verrou mécanique 3 points, plus la chaîne, plus une cale en bois sous la poignée la nuit. Manon dort avec moi dans la même chambre depuis 3 semaines. Le pire, c'est le matin. Manon part travailler à 6 heures. Quentin sort de sa loge à 6h10 pour sortir les poubelles. Ils se croisent presque tous les jours dans l'escalier. Il lui dit bonjour, poliment. Il sourit même. Elle me raconte ça en rentrant le soir, et chaque fois, elle a la voix un peu plus blanche. J'ai cru, en achetant cette serrure, que je rendais ma porte plus difficile à ouvrir. Je n'avais pas compris qu'en réalité, je rendais mes habitudes plus faciles à lire. Faites attention à ce que vous branchez sur vos portes. La mémoire des objets dure plus longtemps que la nôtre. Tibbs, clavier. Le gardien qui garde une copie papier des codes, c'est juste illégal. Il doit y avoir un syndic. Contacte-les avant même la police, ça ira plus vite. On enchaîne avec la dernière histoire de la soirée. Le remplaçant de la classe de ma nièce connaissait des trucs sur moi qu'il ne devrait pas savoir. Je m'appelle Cyprien, j'ai 36 ans, je suis développeur web et je vis depuis 4 mois dans un petit pavillon de banlieue avec ma colocataire Élise. On a emménagé après que mon ancien bail a sauté. Personne dans le quartier ne me connaît, je sors à peine, je code de chez moi.
Mardi dernier, ma sœur Léa m'appelle vers 15 h, paniquée. Une réunion qui déborde, son mari en déplacement, et il faut récupérer ma nièce à 16 h 30. Elle me supplie. L'école est à 10 minutes de chez moi, je dis oui sans réfléchir. J'arrive à la grille un peu en avance. Tout est banal. Des parents qui discutent foot, des poussettes, une dame qui rappelle son chien. La cloche sonne, les gamins sortent en grappe. Ma nièce me repère, court vers moi, me saute dans les bras. C'est là qu'un type s'avance. 35, 40 ans peut-être, chemise bleue impeccable, un badge de remplaçant accroché au col. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il marche droit sur moi, pas sur un autre parent, sur moi. Il me tend la main, sourire calme, presque doux, comme si on se retrouvait après un long moment. Je serre la main par réflexe poli. Et là, devant ma nièce qui le regarde sans comprendre, il dit, exactement avec ce ton de vieux copain, « Alors, Cyprien Aurélien, Bristol va bien ?» Personne, dans cette cour d'école, n'était censé connaître ces deux mots. Aurélien, c'est mon deuxième prénom. Il n'apparaît sur aucun de mes papiers en usage courant, aucun réseau, aucun mail. Ma mère était la seule à l'utiliser et elle est morte il y a 9 ans. Personne, pas même Léa, ne m'a jamais appelé comme ça. Et Bristol, c'était mon chien. Un petit bâtard roux que j'avais eu à 13 ans, dans le village de mes parents, à plus de 600 km d'ici. Il est mort quand j'en avais 24. Aucune photo en ligne, aucun post nulle part. Juste un souvenir privé. Je suis resté planté là, la main encore dans la sienne, incapable de produire un son. J'ai bafouillé un truc débile genre « Oui, oui, très bien ». J'ai attrapé ma nièce par la main et je suis parti vite, presque en tirant. Dans la voiture, elle m'a demandé avec sa petite voix « Tonton, pourquoi le monsieur il te connaît ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Une fois rentré, j'ai appelé Léa. Je lui ai décrit le type. Elle a tiqué, m'a dit qu'un remplaçant était arrivé il y a 2 ou 3 semaines, qu'elle l'avait croisé une fois, qu'il s'appelait Marc Vano ou un truc dans ce goût. Elle ne savait rien d'autre. Sa voix a baissé d'un cran quand je lui ai raconté la phrase exacte. Long silence. Puis, Sip, ce n'est pas normal ça. Cette nuit-là, j'ai tapé son nom dans tous les moteurs possibles. Un profil professionnel à moitié vide, créé l'année dernière. Une photo neutre, presque générique, qui aurait pu être n'importe qui. Aucune trace avant. Pas un commentaire, pas une mention. Comme si l'homme n'existait pas 20 mois plus tôt. Et pourtant lui, il savait le nom du chien. Le lendemain matin, Élise m'a trouvé dans la cuisine, les yeux rouges, devant un café froid. Je lui ai tout raconté. Elle a posé sa tasse, m'a regardé fixement et m'a dit « Sip, tu vas au commissariat. Tout de suite, pas dans 2 jours. » J'y suis allé. L'agent qui m'a reçu était sympa, mais clairement habitué aux histoires bien plus tangibles. Il a noté le nom du remplaçant, les phrases exactes, mon deuxième prénom, le chien. Il a relu, hoché la tête et m'a expliqué gentiment qu'il n'y avait pas de délit. Un homme qui te dit bonjour en connaissant ton prénom, ça ne tient pas debout devant un juge. Main courante, voilà. J'ai passé les jours suivants à fouiller mon propre passé comme un cambrioleur. Mes vieux mails, mes anciens pseudos, mes adresses successives. Comment ce type pouvait connaître Aurélien et Bristol dans la même phrase? Ces 2 infos n'ont jamais coexisté nulle part que je me rappelle. Vendredi, j'ai proposé à Léa de reprendre ma nièce. Je voulais juste voir le mec sans qu'il me voie. Je me suis garé loin, j'ai marché jusqu'au coin de la rue d'en face. Il était là, dans la cour, en train de plier des chaises avec d'autres profs. Tranquille, souriant. Et puis il a relevé la tête, pile dans ma direction, comme s'il avait senti. Il ne s'est pas approché, il n'a pas bougé d'un cil. Il m'a juste souri, doucement, longuement, et il est retourné à ses chaises. Le soir même, j'ai créé ce compte et j'ai écrit tout ça ici. Je ne sais plus à qui en parler. Marais nocturne. Le coup du deuxième prénom devant ta nièce, c'est une démonstration de pouvoir. Il voulait que tu saches qu'il sait et que tu ne puisses rien dire sans avoir l'air dingue. Throwaway X. Bristol mort en 2013 dans un autre département. Cette info, elle est où en ligne? Forum vétérinaire? Vieux blog? Faut remonter par là. J'y ai pensé toute la nuit. J'avais posté un message sur un forum de race en 2013 sous un pseudo qui contenait mon vrai deuxième prénom, une connerie de gamin de 24 ans. Le forum n'existe plus depuis longtemps, mais visiblement quelqu'un a tout gardé. C'est ça qui me détruit. Il me connaît à travers une version de moi qui n'existe plus. Leaf and Hawk. S'il te plaît,
Dis à Léa de changer sa fille d'école, même temporairement. Ce mec a déjà eu sa main dans celle de ta nièce. 4 jours plus tard, Cyprien est revenu poster une suite que personne ne voyait venir. J'ai retrouvé 2 autres écoles où il a postulé. Merci à tous pour les pistes. Sans vous, je n'aurais jamais creusé. Un ami d'enfance, Damien, bosse dans l'administration de l'éducation. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué, il a accepté de regarder. Premier constat. Ce type n'est pas un remplaçant tournant comme on l'imaginait. Il a postulé spécifiquement dans l'école de ma nièce. Pas sur un secteur, pas sur une zone, sur 7 écoles précises, par candidature ciblée, il y a 3 semaines. Soit environ 8 jours après mon emménagement ici. Je n'ai annoncé mon déménagement à personne en dehors de la famille proche. Mais le pire, c'est la suite. Damien a recoupé son nom avec les bases qu'il peut consulter. L'homme a fait exactement la même chose 2 fois auparavant. Il y a 2 ans, il a postulé dans une école de la commune où vit Léa, à 2 rues de chez elle. Il y a 4 ans, il a postulé dans une école à 6 minutes à pied de mon ancien appartement. À chaque fois pour des missions courtes, à chaque fois, il est reparti après quelques mois. Je relis cette phrase et je n'arrive pas à respirer correctement. Cet homme ne suit pas une carrière, il suit une carte. Et la carte, c'est moi et ma famille. Il a calé son métier entier sur nos adresses successives, depuis au moins 4 ans, probablement plus. Je n'ai aucune idée de qui il est. Aucun souvenir, aucun visage, rien. J'ai épluché des vieilles photos de classe, des trombinoscopes de fac, d'anciens collègues. Rien ne match. C'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré ou que j'ai oublié au point que ça l'a rendu fou. Léa retire sa fille de l'école dès lundi. Élise veut qu'on parte quelques jours. Moi, je n'arrive même plus à fermer les volets sans vérifier la rue. Rouge vif. Le fait qu'il sourit en disant tout ça, c'est pas un harceleur classique. Il voulait être reconnu. Il voulait que tu comprennes que c'est lui, Marée Nocturne. Exactement. Un harceleur normal se cache. Lui, il s'est présenté à la grille en sachant pertinemment que tu serais celui qui viendrait chercher la petite ce jour-là. Ça veut dire qu'il connaît même l'emploi du temps de Léa. Cendre du lundi. Je travaille en RH dans l'éducation. Un remplaçant qui postule 3 fois dans des secteurs précis en quelques mois, ça se voit dans les logs. Demande un signalement formel. J'ai passé le week-end à tourner en rond avec Élise. On a regardé des annonces dans d'autres régions. Et à un moment, vers 3h du matin, j'ai fermé l'ordinateur. J'ai compris un truc tout simple et tout terrible. Si je pars, il vient. C'est ce qu'il fait depuis 4 ans au moins. Je change de département, il refait son CV. Je m'éloigne, il s'installe. La seule façon que ce jeu s'arrête, c'est qu'on l'arrête lui. Et la police n'arrêtera pas un homme qui dit bonjour poliment à la sortie d'une école. Pas tant qu'il n'a rien fait de saisissable. Il le sait. C'est pour ça qu'il sourit. Le pire, c'est que ma famille est devenue une carte. Léa, ma nièce, même Élise maintenant. Chaque personne que j'aime est un point qu'il étudie. Bouger, ce serait juste lui donner une nouvelle adresse à apprendre par cœur. Alors je reste. J'ai prévenu Léa, mes oncles, mes cousins, 2 amis proches. J'ai envoyé une photo de lui à tout le monde. Léa a déposé plainte de son côté, avec les éléments que Damien a pu lui transmettre officieusement. Je note tout. Heure, lieu, voitures qui ralentissent. J'ai installé une caméra à la porte. Je tiens un journal partagé avec Élise. Je ne sais pas comment ça finit. Peut-être qu'un jour il commettra une vraie faute administrative, ou qu'un parent d'élève le reconnaîtra grâce à un signalement. Peut-être qu'il se lassera, peut-être pas. En attendant, je vis dans la vie de quelqu'un qui me regarde la vivre depuis 10 ans. Et la seule chose que je peux faire, c'est ne plus baisser les yeux. Fenêtre ouverte. Ce qui me glace, c'est qu'il ait choisi le métier le plus légitime possible pour s'approcher des enfants de ta famille. C'est pas un opportuniste, c'est une stratégie sur des années. Cendre du lundi. Prends contact avec un avocat spécialisé en harcèlement et cybertrack. Avec la chronologie des 3 écoles, il y a matière à un dossier sérieux. Force. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous, et si ces histoires vous tiennent éveillé, abonnez-vous pour les suivantes.